Mesdames et messieurs, encore une fois, merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce numéro de Plus de l'info. La saisine de la Cour constitutionnelle par la CENI pour son incapacité d'organiser les élections dans les délais constitutionnels suscite beaucoup de questions, d'interrogations dans le milieu politique en République démocratique du Congo. Maître Kodjo, vous êtes juriste et acteur politique. Merci de répondre à notre invitation. Alors, la première préoccupation est celle de savoir la problématique de l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. La CENI a-t-elle le pouvoir de saisir la Cour constitutionnelle? Est-ce que cette stratégie est normale ou viole-t-elle la Constitution? Oui, deux choses sont à clarifier. Les missions générales de la Commission électorale nationale indépendante sont définies à l'article 211 de la Constitution. Ça, c'est première chose. La deuxième chose, c'est les devoirs spécifiques qui incombent à la CENI par la Constitution pour pouvoir convoquer différents scrutins, notamment les scrutins prévus à l'article 73 de la Constitution, qui est la présidentielle. Maintenant, la CENI doit pouvoir s'inscrire dans un processus. Lorsque la CENI doit pouvoir accomplir son devoir, l'article 211 rend la CENI maître d'un certain nombre d'actes préparatoires. Ça veut dire l'enrôlement des électeurs, la tenue du fichier électoral, les opérations de vote, le dépouillement. Et ça, ce sont des missions qui lui sont dévolues à l'article 211. Maintenant, lorsque, par rapport à ces missions, la CENI se rend compte qu'elle a des contraintes pour pouvoir réaliser un devoir qui lui est prescrit par d'autres articles de la Constitution, la CENI peut se référer. Alors, la CENI peut se référer à qui en ce moment-là? L'article 26 de la loi organique du 19 avril 2013, modifiant la loi organisant la CENI, donne le pouvoir au président de la CENI d'agir en justice, tant en demande qu'en défense. Donc cet article 26 dit que les actions judiciaires, tant en demande qu'en défense, sont introduites, soutenues ou défendues au nom de la CENI par le président de la CENI. Donc ça veut dire que la CENI, dans l'accomplissement des actes de son devoir, peut se référer d'une façon ou d'une autre à une juridiction. Maintenant, c'est là qu'on arrive à l'article 161 de la Constitution qui fixe les personnes ou les institutions qui sont habilitées à pouvoir saisir la Cour. Mais il y a une loi organique qui donne à la CENI, à son président en l'occurrence, le pouvoir d'ester en justice, et il y a l'article 161 qui définit les règles de cette saisine, 161 de la Constitution. Maintenant, il faut noter que le juge est juge de sa propre compétence. Ça veut dire que si, en fonction de l'article 26 de la loi organique du 19 avril 2013, le président de la CENI souhaite saisir la Cour constitutionnelle sera juge pour savoir si une telle action est recevable de par son initiateur ou ne l'est pas. Mais il y a également une autre façon pour la CENI de se référer, parce que nous tenons toujours les missions de l'article 211 avec les devoirs spécifiques de l'article 73. L'article 28 de la loi organique du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la CENI dit que la CENI présente un rapport annuel à l'Assemblée nationale à sa session de mars et à la fin de chaque processus électoral ou référendaire. Nous sommes en pleine session de mars, donc la CENI a le devoir de pouvoir présenter un rapport annuel de ses activités et de projeter également les activités qui sont attendues d'elle. Et à l'occasion, la CENI pourrait, je ne fais pas partie de la CENI, donc la CENI pourrait présenter un rapport au niveau de l'Assemblée nationale en présentant les contraintes ainsi qu'un projet, pourquoi pas, de requête tendant à obtenir des aménagements sur base de l'interprétation qui pourrait être faite
de la Constitution. Alors maintenant là, si ce rapport arrive au niveau de l'institution Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale figure parmi les personnalités ou parmi les personnalités ou les institutions qui sont inscrites à l'article 161 de la Constitution comme étant des personnes capables, en tout état de cause, de saisir la Cour constitutionnelle. Donc, c'est aussi un truchement par lequel la CENI peut porter sa requête devant la Cour constitutionnelle. Maintenant, il y a une coutume constitutionnelle qui s'est installée depuis Sun City. Nous savons que la CEI avait à l'époque, pratiquement pour les mêmes motifs, les impératifs d'enrôlement, d'organisation du référendum et de tous les processus préalables, avait eu à saisir la Cour suprême de justice à l'époque pour faisant office en matière électorale de Cour constitutionnelle pour l'entendre dire quel comportement la CENI et l'ensemble la CEI à l'époque et l'ensemble des institutions devraient avoir par rapport aux contraintes qui feraient en sorte que le devoir de la CENI d'organiser les scrutins soit tenu, mais que ce soit tenu avec un certain écart de délai. Et puis, il y a une autre question prioritaire, hein. La réaction du groupe des G7 qui accuse la CENI d'être une caisse de résonance de la majorité présidentielle. Votre lecture comme juriste? La CENI s'inscrit dans une logique républicaine, alors que le G7 semble s'inscrire dans une logique de renversement d'un régime, en cherchant un raccourci non électoral. Ça veut dire que le G7 voudrait se fonder dans un de ses communiqués sur le cas d'empêchement définitif ou sur le cas de vacance de pouvoir. L'article 70, alinéa 2 de la Constitution, dit clairement qu'à la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction le temps nécessaire à l'investiture ou à l'installation du président élu. Alors, le G7 pense que au terme de 5 ans, il faudrait qu'il soit déclaré une vacance de pouvoir. Mais les cas d'empêchement définitif ne sont pas légion parce que la doctrine et la tradition constitutionnelle dans d'autres pays a déjà répondu à cette question. Les cas d'empêchement définitif peuvent être des cas d'enlèvement du président, comme les films souvent américains le montrent, le cas de prise d'otage, les cas de démence, le cas de scandale ou les cas des déchéances des capacités physiques et mentales. Et donc les cas d'empêchement définitif sont des situations de fait, bien sûr, mais qui sont des situations de fait qui sont circonscrites par la doctrine constitutionnelle et par la tradition dans les pays à vieille démocratie. Donc, le cas du dépassement de délai d'organisation des élections ne peut en aucun cas constituer un cas d'empêchement pour le président en exercice, étant donné que ce président est couvert par l'article 70, alinéa 2 de la Constitution, et que la CENI a déjà commencé à poser les actes formant commencement de réalisation ou d'accomplissement des élections. Ça, c'est l'une des choses déjà qu'il faut pouvoir préciser. Dans le fond, encore que dans la forme, mais l'empêchement définitif doit pouvoir être constaté par la Cour constitutionnelle, dûment saisie par le gouvernement. Alors, je ne sais pas s'il existerait un gouvernement parallèle ou si le G7 va s'entendre. Et puis, pour terminer, outre la démarche de la CENI de saisir la Cour constitutionnelle, y a-t-il une autre issue pour décrisper cette situation du processus électoral en République démocratique du Congo? La meilleure voie à suivre est celle de doter la CENI des moyens lui permettant de surmonter les différentes contraintes d'organisation des élections. Et si la CENI, en tant que maître
du processus électoral selon l'article 211 de la Constitution souhaite avoir aussi bien les moyens que le temps nécessaire pour pouvoir asseoir les bases d'une organisation crédible, transparente et des élections, il faut pouvoir lui donner ces moyens et lui donner ce temps-là. Maintenant, dans la forme, il faudrait, comme la CENI le dit, qu'il y ait un consensus politique quelque part. Parce que la CENI en est à sa 3e publication de calendrier électoral, mais dont la mise en œuvre requiert quand même qu'il y ait une option ou des options politiques qui soient levées. Donc, il y a, c'est vrai, la logique républicaine de saisir la Cour constitutionnelle dans les modalités directes ou indirectes évoquées au cours de cet entretien, mais il y a également un processus politique à pouvoir mettre en place pour que la classe politique soit d'accord pour accepter une option politique qui tiendrait compte des différentes contraintes électorales et accepter de s'inscrire dans une logique républicaine plutôt que d'aller vers l'incertitude de déclarer une vacance ex abrupto du pouvoir. Et je pense que ce cadre de concertation a été rappelé à la rentrée parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale. Ce cadre de concertation demeure le dialogue, mais le dialogue avec une base de réappropriation par les institutions de la République des différentes résolutions ou recommandations qui pourraient en découler. Voilà ce qui peut être dit de manière plus ou moins technique en s'appuyant sur les dispositions de la Constitution. Maître Kodjo, depuis Paris, en France, je rappelle que vous êtes juriste et acteur politique en République démocratique du Congo. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci pour ces éclaircissements. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, c'était le plus de l'info sur votre chaîne. Un autre rendez-vous pour un autre numéro d'actualité.